Bonjour à tous. Bienvenue à cette session de la DocConf. Dans cette session, on va parler de découpage et de découplage d'architecture au sens large des produits de machine learning. Pour ce faire, on va se positionner dans la peau d'une équipe produit qui essaie de construire un blog, un site sur lequel on va publier des articles qui sont faits par différentes sections. Et sur ce site, on a une interface sur laquelle on a une interface découverte, sur laquelle on va recommander des articles aux utilisateurs en fonction de leurs habitudes de lecture. Ce site, je l'ai représenté ici sous forme de deux grands blocs. On a un principal bloc que j'ai appelé ici le code applicatif, qui contient le front, le back, l'API. Et un deuxième bloc qui représente tout ce qui va nous servir pour les différents articles recommandés sur notre interface découverte. On a une base de données ici qui va faire interface entre le code de ML et le code applicatif. Dans mes expériences, j'ai constaté que la plupart des équipes produits qui se lancent dans la conception des différents produits de machine learning observent toujours le même pattern. En tout cas, dans la plupart des cas, on a généralement le même pattern. Et ce pattern, c'est quoi? On va avoir une équipe de dev qui va faire la partie applicative, d'accord? Dont l'objectif, c'est de déployer le site et de s'assurer que le site tourne bien. À côté de ça, on a une équipe data. Alors, l'équipe data, dont l'objectif, c'est quoi? C'est de faire le modèle le plus performant possible. Sauf que dans cette configuration-là, ce qui se passe souvent, c'est qu'après X temps, 6 mois, voire des années, il y a bien quelques entreprises qui passent des années à essayer de construire le modèle le plus parfait possible. Eh bien, au moment d'intégrer le code de ML dans le code applicatif, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien parce que déjà, on a deux équipes qui ont des objectifs différents. Et surtout, on a une équipe de dev qui va principalement travailler sur du code, alors que l'équipe data va, elle, travailler sur des artefacts qui sont un peu différents de l'équipe de dev, à savoir le code, le modèle et la donnée. Donc, tout ça fait que l'intégration du code de ML, du modèle de machine learning, dans le code applicatif ne se passe pas bien. Alors, on a l'exemple de Netflix qui est souvent cité, dans lequel Netflix a dépensé 1 milliard pour construire un modèle de machine learning de recommandation qui n'a jamais été intégré dans le site Netflix parce qu'il était beaucoup trop complexe. Donc, finalement, la question qu'on va se poser dans notre talk ici, c'est quelle stratégie adopter pour que l'intégration se passe bien. Vous savez que si vous êtes dans l'informatique, vous savez que l'intégration, c'est un sujet complexe. Encore plus dans notre cas, parce que les artefacts manipulés par la partie data sont souvent différents de ce qu'on peut voir dans les équipes de dev ici notamment. Avant de continuer, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Pierre Banla-Bassom. Je suis architecte machine learning chez Octo depuis maintenant 4 ans et demi. J'interviens sur différents types de missions. J'interviens sur des missions en tant que Ops, qui me permet de me frotter aux enjeux de prod. J'interviens sur des missions data. Et surtout, la plupart de mes missions, j'accompagne mes clients dans la conception de leur système de machine learning. Et c'est dans ce cadre-là que je vais vous
raconter cette histoire. Avant d'entrer en détail dans l'histoire, je voulais qu'on s'arrête pour préciser deux éléments qu'on va manipuler par la suite, à savoir le découplage et le découpage, qui sont donc deux notions différentes. Ici, j'ai une classe qui s'appelle une classe A et B, qui a deux fonctions, une fonction A et une fonction B. La fonction A, son but, c'est de récupérer des utilisateurs dans une base de données, d'accord ? Et la fonction B, elle va récupérer ces utilisateurs, puis les trier selon un certain ordre. Vous voyez bien ici que si je change, par exemple, le retour de ma fonction A, il faut que j'adapte ma fonction B, parce que le tri peut dépendre du type du retour de ma fonction A. À ce moment-là, on dit que nos deux fonctions A et B sont couplées, parce que lorsque je fais évoluer un élément, donc ma fonction, alors il faut aussi que je fasse évoluer ma deuxième fonction. Donc ça peut être des fonctions, ça peut être des classes, ça peut être des services. En revanche, je peux décider de découper ma classe A et B en deux classes. Une classe A qui du coup contient la fonction A et une classe B qui contient la fonction B. Alors j'ai toujours les mêmes fonctions, mais dans ce cas, j'ai découpé ma classe. Cependant, mes fonctions A et B restent couplées parce que ici, toujours, lorsque je mets à jour ma fonction A, j'ai toujours besoin d'adapter ma fonction B. Donc je peux bien avoir un découpage, mais mes fonctions restent couplées. Donc découplage, découpage sont deux notions distinctes. C'est pour ça qu'ici, dans notre talk, la question qu'on va se poser, c'est bien la stratégie de découpage qu'il faut adopter pour avoir un produit de machine learning qui soit maintenable dans le temps. Et on va voir comment le découplage influence du coup ce découpage. Alors pour le faire, on va donc suivre notre équipe de dev, notre équipe produit, en 3 temps. D'abord en début de projet, d'accord ? Ensuite, on va s'arrêter après une campagne de test utilisateur. Et enfin, on va voir un cas où le nombre d'utilisateurs augmente sur la plateforme. Alors, donc, on est en début de projet et on a notre métier qui vient, qui nous dit que ce qu'il aimerait pour son site, c'est qu'on ait sur notre blog une interface qui produit des différentes recommandations journalières pour chaque utilisateur. Ça veut dire que lorsque un utilisateur se connecte sur le site, il aimerait que sur une journée, l'interface découverte produise un certain nombre d'articles de recommandations. Alors ici, on a notre tech lead, le tech lead de l'équipe, qui vient nous dire qu'il pense qu'il faut absolument se lancer dans la stratégie microservices parce que c'est ce qui marche en ce moment. Alors moi, il s'avère que dans ma veille technologique, je suis un gourou de la tech qui s'appelle Martin Fowler, qui a écrit un article qui s'appelle Monolith First. Et donc je vais en parler à mon tech lead. Je lui dis, je ne pense pas que l'architecture microservice soit la bonne solution. Pourquoi ? Parce que moi j'ai lu cet article de Martin Fowler et ce qu'il dit dans cet article, c'est que il fait 2 constats. Premier constat, c'est que de son expérience, ce qu'il a vu, c'est que la majorité des architectures microservices qui avaient réussi commençaient par un monolithe. Donc ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est qu'il dit que la plupart des architectures, des projets qui commençaient par une architecture microservice, eh bien, rencontraient des soucis plus tard.
Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, se lancer sur une architecture microservice, pour se lancer sur une architecture microservice, ce qu'il faut, c'est que les interfaces entre les différents services soient bien définies. Et ça, c'est rarement le cas en tout début de projet. Deuxièmement, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se lance dans une architecture microservice au début, il y a une certaine complexité qui est liée aux différents services. Et donc, déployer tous ces services c'est une complexité qu'on n'a pas envie d'avoir au début. Et troisièmement, on se retrouve, lorsqu'on fait des microservices, à avoir plusieurs petites équipes plutôt qu'une équipe, parce que les équipes ont des objectifs différents. Donc, commencer sur un monolithe va nous permettre de s'abstraire de toute cette complexité. D'abord, sur les différentes interfaces, sur les différentes interfaces entre différents composants. Commencer par un monolithe va nous permettre de prendre le temps de bien définir ces différents contextes de métier-là. Deuxièmement, on a un monolithe, donc on a un service, une unité de déploiement. Donc, ici, c'est beaucoup plus facile de déployer que d'avoir directement des microservices. Et enfin, avec un monolithe, on a le temps d'aligner toute l'équipe autour des mêmes objectifs. Donc, une fois que j'ai dit ça, mon tech lead, il me dit « C'est bien sympa, mais moi, je pense que les monolithes, moi, je l'ai vu, la plupart du temps que j'ai entendu parler d'un monolithe, j'entendais que ça vieillissait mal. Ça vieillissait mal à un point où on se retrouvait généralement avec une espèce de gros machin que plus personne n'ose utiliser, parce que lorsque je mets à jour un composant, eh bien, généralement, l'effort de synchronisation entre les différentes parties est beaucoup trop complexe. Et alors là, moi, je lui dis, ce que tu es en train de me décrire là, en fait, le souci, ce n'est pas le monolithe. Mais là, tu es en train de me parler de couplage. Couplage qu'on a vu tout à l'heure au début. Et ça s'explique simplement parce que, alors déjà, nous, on a pris le temps de définir notre monolithe, à savoir une équipe, un repo et une unité de déploiement. Mais l'effort de synchronisation que mon tech lead me décrit, il est surtout dû au fait que mes différents éléments sont couplés. Donc, couplé, ça veut dire que la mise à jour d'un composant nécessite un certain nombre d'échanges importants. Et du coup, lorsque je vais faire évoluer mon monolithe, mon équipe, alors l'effort de synchronisation va être encore plus important. Donc, de ce fait, j'ai intérêt à bien prendre le temps de découpler mon architecture. Alors, il existe différentes techniques, par exemple la Clean Archi, pour bien découpler notre différents monolithes. Et alors, par exemple, ici, on a l'exemple de lorsqu'on passe de 4 personnes à 5 personnes, l'effort de synchronisation, vu qu'il est proportionnel au nombre de personnes, il augmente significativement. Alors, mon tech lead, il est convaincu et l'équipe décide de partir sur une architecture sur un monolithe, donc une équipe, un repo et une unité de déploiement, en prenant bien la peine, bien le temps de bien découpler les différents services qui composent le monolithe. Alors, il se passe un certain temps, l'équipe, ça se passe bien. Jusqu'ici, tout va bien, comme dirait Doctolib. Il peut même se passer quelques années. Tout va bien. Donc nous, ici, dans notre cas, le métier, il revient.
il revient cette fois-ci avec une demande beaucoup plus complexe que sa première demande. Et ce qu'il demande, c'est non plus d'avoir des différentes recommandations journalières, mais ici plutôt d'avoir, vu qu'il a fait une campagne de test utilisateur, les utilisateurs ont remonté que la fonctionnalité qui les embêtait le plus sur le site, c'était le fait d'avoir sur une journée toujours les mêmes recommandations. Alors le métier, il est un peu embêté, et pour satisfaire les utilisateurs, ce que lui, il aimerait, c'est que même dans une journée, lorsqu'on a un utilisateur qui se connecte plusieurs fois sur le site, il aimerait quand même que les différentes recommandations changent pour avoir une meilleure expérience utilisateur. Alors ici, on avait une équipe qui fonctionnait bien, et avec cette nouvelle demande qui complexifie notre algorithme, on se retrouve un peu, on va dire un peu avec une demande métier qui déborde, et l'équipe n'arrivait plus à délivrer de la valeur au bon rythme. Donc on commence à prendre du retard. Et moi, à ce moment-là, ce que je propose à l'équipe, c'est d'augmenter le nombre de développeurs. Alors déjà, pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de garder notre cadence de delivery, d'accord ? Vu qu'on a bien pris le temps de bien découpler normalement, ça devrait le faire. Sauf que voilà, mon tech lead, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec ça parce que lui, il est intimement convaincu que lorsqu'on ajoute des développeurs à un projet, eh bien, le projet a tendance à diminuer sa cadence de delivery. Et ça, c'est Brooke qui nous le dit. Donc ça, c'est la loi de Brooke. C'est une loi qui dit que lorsqu'on ajoute des personnes à un projet en retard, alors on a tendance à accroître sans retard. Donc mon tech lead, il n'est pas du tout convaincu du fait que lorsqu'on va ajouter des développeurs, eh bien, ceci va nous permettre d'augmenter notre cadence de delivery. Eh bien, sauf que moi, dans ma veille, je suis tombé sur une étude scientifique qui s'appelle Accelerate. Accelerate dit quoi ? Accelerate, c'est une étude scientifique qui nous dit que les entreprises qui performent bien, lorsqu'on ajoute des développeurs à leurs équipes, eh bien, généralement, elles ont tendance à performer mieux. Mais Accelerate va plus loin que ça. Ce que nous dit l'étude Accelerate, c'est que généralement, ces entreprises-là qui performent bien, que lorsqu'on ajoute des développeurs à leurs produits et qu'on a ensuite la tendance de delivery qui augmente, c'est parce que ces entreprises-là ont bien plus la peine de découpler les différents éléments qui constituent leur architecture. Alors, Accelerate va plus loin que ça. Dans l'étude Accelerate, il est aussi dit que, en fait, il existe des cas où, lorsqu'on ajoute des développeurs à un produit, eh bien, dans ce cas-là, on a la vitesse de delivery qui décroît. Et ces cas-là, c'est lorsque les éléments sont couplés entre eux, ce qui est logique avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'effort de synchronisation. Donc, en fait, sous ce dernier constat, on peut retrouver la loi de Brooke et même on peut la compléter en disant que lorsqu'on ajoute des personnes à un projet qui est en retard et avec un couplage fort entre ces différents composants, alors là, on accroît sans retard. Ce qui n'est pas du coup, on se rend compte qu'en discutant avec mon tech lead, on se rend compte que en fait, c'est pas du tout deux choses qui sont différentes, au contraire. Et là, alors l'équipe est convaincue, le tech lead est convaincu, et on décide du coup d'ajouter des développeurs, d'augmenter notre équipe, et même puisqu'on a bien pris la peine de bien découpler notre système, on peut même dédier une équipe sur
le système recommandation, on est sûr que dans ce cas-là, eh bien, l'effort de synchronisation ne sera pas aussi important que ça, parce qu'on a bien pris la peine de découpler notre produit. Alors, on adopte cette organisation, cette architecture, et on arrive à dépiler les tickets. On dépile, notre produit avance. Et il marche tellement bien que le nombre d'utilisateurs sur le site augmente. Et on commence à avoir un peu des soucis de perf. Des soucis de perf parce que, souvenez-vous, on a une unité de déploiement. Alors, on pourrait aller sur le cloud, mais on n'est pas du tout sur le cloud. Et en fait, la partie recommandation est tellement sollicitée qu'on commence à constater des ralentissements sur notre algorithme, sur notre service recommandation. Et du coup, ce qu'on décide à ce moment-là, c'est qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas sortir notre service recommandation dans un service à côté, parce que on constate que notre application ne marche plus très bien, les perfs ne sont plus terribles. Et donc, à ce moment-là, on peut décider de splitter notre monolithe. Et donc, vu qu'on a déjà fait une découpe orga, c'est-à-dire qu'on a déjà des équipes qui travaillent un peu, on va dire, sur des services différents, on peut, à ce moment-là, se retrouver à isoler le service recommandation parce qu'il consomme beaucoup de ressources et on n'aimerait pas que cela mette en mal notre application. Donc, on peut donc isoler le service recommandation. Alors, si vous vous souvenez bien, ici, on est dans le cas un peu dans le constat qu'on avait fait au début. Mais dans ce cas-ci, on est confiant que ça va marcher parce qu'on a bien pris la peine de faire évoluer notre produit, notre monolithe. On a pris la peine de bien faire émerger les différentes interfaces entre les services. Et donc, on peut procéder à ce moment-là à un découpage technique. Donc, on décide de découpler notre monolithe ici en deux services. Enfin, on sort surtout le service recommandation dans un service à côté, de telle sorte qu'on peut appeler au besoin ce service sans problème, parce que les ressources, on va mettre ce service recommandation sur un serveur qui a des ressources adaptées. Donc voilà, on arrive au terme de cette démonstration. Ce que j'aimerais que vous reteniez à la sortie de ce talk, c'est que premièrement, lorsque vous vous lancez sur un projet, sur un produit, commencez par un monolithe. En vrai, vous n'avez pas besoin de vous compliquer la tâche avec différents microservices. Alors que vous n'avez pas forcément besoin de ça. On a pu le voir avec Doctolib, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, procéder à une phase de découpe, à un découplage pour pouvoir faire évoluer le monolithe. D'accord ? Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas procéder à une découpe orga, parce que potentiellement on a une partie de l'application qui demande une attention un peu particulière. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de procéder à une découpe technique lorsque vous avez une partie de l'application ou du monolithe qui demande des performances différentes du reste de l'application. Je vous remercie. C'est tout pour moi.